OK. Bonjour, bienvenue au cours de mécanique. C'est un cours que, mon Dieu, ça fait, je pense, 10 ou 11 fois que je donne maintenant. Donc, je le connais vraiment bien. Sauf que cette session-ci, j'ai décidé de faire des petits changements. Donc, pour ceux qui l'ont suivi avec moi là, dans les sessions précédentes, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui ont changé. La matière est la même, mais l'organisation du cours est un peu différente. Donc, je pourrais vous parler un petit peu de moi pour commencer. Ça fait peut-être 12 ans que j'enseigne au Collège Annecy. J'ai fait un DEC là, en sciences de la nature comme vous. Après, je suis allée faire un bac en physique à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en physique à McGill. Et j'ai fait un bac en sciences politiques à l'UQAM parce que ça me tentait de faire un bac en sciences politiques parce que j'adore ça. C'est ça. Donc, ça fait 12 ans que j'enseigne la physique. J'adore la physique. J'espère pouvoir vous partager ma passion et ma compréhension de la physique surtout. Je suis également à la coordination du département de physique. J'ai une portion de tâches de coordination et je suis représentante du programme de sciences de la nature. C'est un mandat de 3 ans, donc je suis en ma première année de représentante. Il y en a quelques-uns, je sais, qui me connaissent là, par ce rôle-là. Là. Donc, j'ai eu affaire à vous des fois à l'automne ou quoi que ce soit pour toutes sortes de projets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai 2 enfants. Ça, c'est mon sous-sol que vous voyez en arrière de moi. Vous allez sûrement voir mon chum passer à m'amener. Il travaille dans le bureau à côté, donc il va se promener. J'ai un chien. Il y a une semaine. Il n'y a pas une semaine, il y a 9 semaines, mais je l'ai eu il y a une semaine. Donc, il se promène, puis bon, il va peut-être me déranger, mais je n'ai jamais eu ça de chien. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, c'est ça. C'est juste, ça va être juste une semaine qu'on va se voir à distance. Donc, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre dès lundi prochain. Mardi prochain dans notre cas. Et dès mardi prochain, d'ailleurs, on va avoir notre premier labo en présence. Les mardis, là, comme vous pouvez constater, le groupe est séparé en deux. Donc, on est seulement une vingtaine là, présentement à midi. Et il y a une autre vingtaine d'étudiants qui sont dans l'autre demi-groupe à 14 heures. Donc, vous êtes, c'est le même cours que je répète 2 fois dans le fond les mardis. Là. Vous êtes séparés en deux et le cours se fait au labo. Au C3610, là, c'est un labo de physique. C'est des tables qui sont 2 par 2 avec un ordinateur par table, donc un ordinateur par 2 étudiants. Et c'est ça. Donc, soit les labos ou les cours théoriques du mardi vont toujours avoir lieu là. Mais il y a toujours un cours, même quand il n'y a pas de lab. Donc, OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais entamer déjà le plan de cours. Donc, je vais partager mon écran. Je vais aller chercher le plan de cours pour pouvoir vous le montrer, parce que normalement, vous l'avez, mais quand même. Ça fait un bout que je n'ai pas fait ça. Tiens. Bon, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, vous avez le plan de cours de la session hiver 2022. On est en fait plusieurs enseignants, là, je pense qu'on est 5 ou 6 à donner le cours de mécanique cet hiver, mais on est 2 à utiliser ce plan de cours-là. Donc, c'est pour ça qu'on est seulement 2 sur le plan de cours, mais il y a d'autres profs là, qui donnent le NYA, puis à peu près tous les profs l'ont déjà donné. Donc, si vous avez des questions, vous allez au centre d'aide, à peu près n'importe quel prof qui est au centre d'aide peut vous aider. Ici, vous avez mon bureau, le C3525, qui est au même niveau là, dans le même bâtiment que nos cours théoriques puis que le lab aussi. Il est vraiment proche de notre labo là, du mardi. Donc, la présentation du cours, en fait, c'est le premier cours de physique. Vous avez 3 cours de physique à faire dans votre DEC. C'est un cours qui est préalable aux 2 autres. Donc, pour être capable de prendre le NYB, qui est électricité et magnétisme, ou le NYC, qui ont des physiques modernes, vous avez besoin de réussir le NYK et pas seulement obtenir 50 vous avez vraiment besoin de réussir le cours. Donc, c'est un cours qui est vraiment important.
Et d'ailleurs, vous avez déjà fait le premier cours de maths, là, calcul, et vous avez là, le deuxième cours qui est cours requis. Donc, vous devriez être en train de le suivre présentement, normalement, ou sinon, vous l'avez déjà suivi précédemment, qui est le NYB, le maths NYB. Donc, ça, c'est les notions peut-être les plus importantes pour introduire le cours. Le cours de mécanique, bon, ça, c'est le début du programme, tout ça, vous pouvez lire ça si ça vous tente. Toutes des choses qu'il faut mettre, les disponibilités, je vais y revenir après. Ça aussi. Donc, le cours se divise en fait, traditionnellement, on divise en 4 étapes. Donc, on a gardé dans le plan de cours les 4 étapes, mais cette session-ci, on a décidé, Ariane et moi, de essayer une autre organisation. Donc, de diviser le cours en 2 grandes sections. Donc, il va y avoir 2 gros examens. Un examen de mi-session qui compte pour 25 des points et un examen à la toute fin qui compte pour 30 des points. Et l'examen de mi-session va porter sur les chapitres 1 à 6 et l'examen de fin de session, donc à la toute fin, va porter sur les chapitres 7 à 12. Okay? Donc, c'est vraiment séparé en 2. Et pour éviter que vous preniez du retard et que, bon, ça soit pour vous, là, que vous ayez une montagne à étudier là, juste avant l'examen de mi-session, on a ajouté des quiz. Donc, l'ensemble des quiz va compter pour 20 là, tous les quiz ensemble. Il va y avoir 6 quiz. Donc, je vais vous montrer l'échéancier après. Mais donc, 3 quiz avant l'examen de mi-session et 3 quiz après. Et donc, un premier quiz là, sur les chapitres 1 et 2, deuxième quiz sur les chapitres 3 et 4, troisième quiz sur les chapitres 5 et 6, et ensuite, vous avez l'examen de mi-session. Et même principe après, donc un premier quiz sur le chapitre 7 et 8, un quiz sur le chapitre 9 et 10 et un dernier sur le chapitre 11, là, qui est le gros chapitre. Le chapitre 12, c'est presque rien. Et donc, ensuite, l'examen final sur le chapitre 7 à 12. Okay? Ce n'est pas un examen final récapitulatif, mais c'est un examen final qui est intégrateur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris les chapitres 1 à 6, vous ne serez pas capable de faire les exercices qui suivent. Okay? C'est vraiment, à chaque fois, on bâtit sur ce qui vient avant. Donc, par exemple, les chapitres 3 et 4, c'est des chapitres sur la cinématique de translation. À la fin, le chapitre 11, c'est cinématique de rotation. Donc, si vous n'avez pas saisi la cinématique de translation, la cinématique de rotation, ça va vous perdre. Okay? Donc, il faut vraiment avoir bien compris tous les chapitres qui viennent avant pour être capable de faire la fin. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est que après chaque chapitre, vous avez les exercices et les questions qui sont à répondre. Donc, le manuel que vous allez devoir acheter, c'est celui-ci. C'est le Benson Physique. On l'appelle le Benson, là, parce que c'est le nom de l'auteur, là, Harris Benson, mais il s'appelle Physique 1 mécanique. C'est comme une espèce de gros, en gros plan, là, un bat de baseball qui frappe une balle. Et il est en vente à la coop. Donc, ça va être le livre que vous allez devoir acheter. Et les exercices ici sont les exercices dans le Benson. Donc, je peux vous montrer, en fait, là. Le Benson est séparé en chapitres. Donc, le même principe, là, on suit vraiment le livre, là, le manuel. Donc, à la fin, par exemple, du chapitre 1, vous avez, je vais vous montrer, mais ça va être plus facile si on est ça serait plus facile si on était en personne, mais quand même. Vous avez ici les pages à la fin du chapitre 1 où vous avez des questions ici, où est-ce qu'il y a, c'est écrit Q, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, Q1, Q2, Q3, machin. Et à côté, vous avez des exercices. Donc, encore une fois, là, tu sais, 1, 2, 3, machin. Et ce sont les exercices de fin de chapitre. Et à la fin des exercices, vous avez des problèmes qui sont P, indiqués selon P. Je ne sais pas si vous voyez, là. P1, P2, P3. Là, il y en a 4 dans ce chapitre-là. Dans le chapitre 1, on ne vous demande pas de faire de problème, mais dans le chapitre 2, par exemple, on vous suggère le P1 ici. Dans le chapitre 3, on vous donne une série d'exercices et le P19. Puis ça, c'est les questions théoriques. Les problèmes sont plus difficiles, okay, que les exercices. Donc, c'est des exercices plus dans le fond. Donc, vous les essayez à la fin, bien évidemment. Donc, oui, j'ai une question. Ali, vas-y. Est-ce que genre on doit le faire par ordre ou genre ça n'a pas trop d'importance? Comme exemple, on doit faire les exercices en premier, ensuite problème, ensuite question ou...
Il y a pas Ben, d'importance. en fait, je vous dirais que c'est pas mal un bon ordre, en effet. Parce que les questions théoriques, si vous les essayez au début, quand vous n'avez pas fait les exercices, souvent, c'est difficile de. Tu sais, les questions théoriques, c'est comme pour approfondir, vraiment comprendre la théorie qui est en arrière des exercices, pourquoi on procède de cette façon-là. Donc, moi, je vous suggère vraiment de les regarder à la fin. De toute façon, on va revenir en classe aussi sur des questions théoriques, là, puis pour se préparer aux examens. Là. Mais je vous suggère d'y aller dans l'ordre. Oui, exercice, problème, question. En effet, c'est un bon ordre. Puis l'ordre des exercices aussi, là, ça va toujours du plus facile au plus difficile. C'est aussi divisé en sections, parce que dans un chapitre, il y a plusieurs sections. Donc, les exercices sont vraiment divisés en sections. Fait que quand on a fini, mettons, la section 5.3, vous pouvez commencer les exercices sur la section 5.3. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on ait fini tout le chapitre pour faire les exercices. Abraham, question. Oui, c'est juste pour savoir, selon vous, les questions des examens, c'est plus, ça ressemble plus à quoi? À ceux des problèmes ou des exercices? Ben, en fait, comment ça va fonctionner? C'est que les quiz, ça va être, c'est des quiz d'1 heure, OK? Puis après ça, je vais te dire les examens comme tels. Et ça va être séparé 30 minutes, c'est à peu près 50 minutes, on dit 1 heure, mais 50 minutes. Là. Donc, 25 minutes, vous faites, mettons, un gros exercice. Et ensuite, le 25 minutes suivant, vous vous mettez en équipe. Et vous allez soit refaire le même exercice en équipe, ou vous allez faire un autre exercice semblable en équipe. Donc, et c'est la note combinée des deux qui va être votre note de quiz. OK? Ça va être des exercices qui sont plus, je vous dirais, un exercice, pas nécessairement un problème, plus un exercice pas simple, là, mais un des exercices les plus costauds, mettons, sans être un problème. Ça serait pour les quiz. Pour l'examen de mi-session, l'examen de fin de session, qui sont vraiment là, 25 30 donc c'est beaucoup là que vous allez chercher la note du cours, là. Vous avez un peu de tout. Vous avez des questions théoriques, vous avez des exercices qui ressemblent plus à des exercices et vous avez des problèmes qui ressemblent plus à des problèmes. Donc, ça va vraiment couvrir l'ensemble là, du niveau du cours. Parfait, merci beaucoup. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment important de vous référer au plan de cours pour savoir quels exercices, quels problèmes, quelles questions résoudre après chaque chapitre ou pendant qu'on fait les chapitres, qu'on couvre les chapitres. On va les faire en ordre. Moi, je ne change pas l'ordre des chapitres. Donc, je suis vraiment le Benson. Vous avez ici jusqu'au chapitre 12. OK? Donc, rendu à la fin, là, c'est chapitre 12, équilibre statique. Ça nous prend 1 heure. C'est vraiment court. Là. Le gros chapitre, c'est le chapitre 11 ici, là, qui est le gros chapitre, puis c'est toute la nouvelle matière. Fait que là, c'est plus ça, là, vous avez plus de difficultés. Puis je me garde plus de temps à la fin pour pouvoir vous aider avec le chapitre 11. Donc, ça ici, c'est ça. Ça vous dit là, tout ce qu'il y a à faire. Donc, revenons aux disponibilités. Donc, ici, vous avez le tutorat par les pairs et le centre d'aide en partant. Je vais vous dire ça avant de vous donner mes dispos à moi. Donc, le tutorat par les pairs, si vous pensez avoir besoin de tutorat auprès d'un étudiant qui a déjà réussi le cours, donc en général, c'est des étudiants qui sont inscrits soit au NYB ou NYC, qui ont très bien réussi le NYA, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous pouvez écrire à Ariane Dumont. C'est elle qui s'occupe du tutorat cette session-ci. Son nom est sur le plan de cours ici, juste en dessous du mien. Donc, elle est responsable du tutorat par les pairs. Vous lui envoyez un MIO, puis vous lui dites je suis inscrite dans le cours de NYA cette session-ci. Mon enseignante, c'est Marianne Roussy. Je suis intéressée à avoir du tutorat par les pairs, tout ça. Puis, si, là, évidemment, il y a un nombre de places limité, mais s'il y a suffisamment de tuteurs et d'espace pour vous, ben, elle va vous donner un tuteur. Puis, le tuteur, en fait, il vous suit toute la session, il vous aide dans vos exercices et tout. Donc, ça, c'est une façon d'avoir de l'aide. Il y a aussi, comme je vous disais, le centre d'aide en physique, qui est le local le C3230, qui est sur le même étage, là, dans le même pavillon, là, le C3230.
Donc, en fait, je ne sais pas si je peux écrire là-dedans. Je ne pense pas que je peux écrire. Ça n'écrira pas. J'ai pas de... Ah, peut-être ici, dessiner. Tiens. Ha, ha, ha. J'ai peut-être façon d'écrire. Bon, c'est 32, 30. Ha, ha. Pour le centre d'aide. En fait, je vais vous montrer, puis je vous l'ai déjà mis là, sur Léa, mais je vais vous montrer l'horaire. Où est-ce qu'il est? Il est en haut ici, je pense. Dans le mythe. Donc, pas ça. Pourquoi tu t'en vas pas, toi? Je vais vous montrer. Capable d'aller le chercher. Bon. Horaire du centre d'aide. Tiens, ici. Donc, le centre d'aide en physique, cette session-ci. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'heures au centre d'aide, en plus de mes disponibilités à mon bureau. Donc, les mardis, je vais être au centre d'aide de 9 h à 11 h. Donc, oui, de 9 h à 11 h, 2 heures le mardi matin. J'ai 1 heure ici les mercredis, de midi à 13 h. Et les vendredis, de 9 h 30 à 11 h. Les lundis, par contre, le centre d'aide est fermé. Toutes les autres heures où il y a un prof, évidemment, vous pouvez y aller. Il y a des tables, vous pouvez travailler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question pour aller au centre d'aide. Vous pouvez vous installer, vous travailler sur votre matière, en autant que vous fassiez de la physique, dans le fond. Là. Le prof sur place peut répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Donc, vos questions de physique. Fait que c'est ça, vous n'êtes pas obligé d'y aller dans les heures que je suis là. C'est juste si ça vous tente de venir me voir, ben c'est dans ces heures-là. Sinon, il y a 1 heure ici, là, le mardi de midi à 1. Vous pouvez vous asseoir pour travailler, mais il n'y a pas de prof. C'est juste que le centre d'aide va être ouvert à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour le centre d'aide en physique. C'est ça, le C3230, c'est écrit ici. Pour mes dispos, donc je vais reprendre, je ne sais pas pourquoi ça s'enlève pas. Pas grave. OK, je vais reprendre, tiens, ici. OK, donc mes dispos, je vais vous donner ça, je les ai notés ici. J'ai des dispos à mon bureau les mercredis de 10 h à 11 h. Donc, de 10 h à 11 h. Ça écrit plus ou moins bien, hein, mais mon bureau, c'est le C3525. Je vous dis, il est écrit sur la première page du plan de cours. J'ai aussi des dispos les jeudis de 13 h à 14 h. Même chose, là. C'est 35-25. Et ça, c'est dans le fond un petit peu après notre cours. Là. Je pense que notre cours est de 11 h à midi. Après ça, je vais aller manger. Puis de 1 à 2, je vais être à mon bureau. Puis je pense que vous êtes quand même nombreux à être en disponibilité à ce moment-là. Donc, ça peut être intéressant. Et après notre cours de vendredi aussi, je vais rester. Donc, de 14 h à 16 h. Encore une fois, à la même place. Donc, ça, c'est les heures à mon bureau qui se rajoutent aux heures du centre d'aide, en fond. Là. Donc, au centre d'aide, vous n'avez pas la priorité, là, mais vous pouvez toujours venir me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Évidemment, je vous suggère là, toujours de m'envoyer des MIO si vous avez des questions. Je réponds aux questions de n'importe quelle question, des questions de contenu. Si vous avez un exercice que vous n'êtes pas capable de terminer, par exemple, vous prenez une photo de votre exercice, vous me l'envoyez par MIO. Moi, je peux regarder là, où est-ce que vous êtes rendu dans votre exercice, qu'est-ce qui n'a pas marché ou comment vous dépanner là, pour avancer. OK. Ensuite. Donc, comme je vous disais, il y a 2 trucs à acheter. Bien, en fait, le manuel là, que je vous ai montré avec le bat de baseball puis la balle, là, ça, le gros manuel de physique. Et il y a un document aussi qui s'appelle Introduction à la méthode expérimentale en physique. Vous pouvez l'acheter à la coop. Le numéro de coop, c'est le 2022 H016.
Il est disponible donc à la coop, mais il est également disponible sur Moodle gratuitement. À la coop, c'est vraiment pas cher, par exemple, là. Ça peut être intéressant de l'avoir en version papier, mais si vous préférez, vous pouvez aussi le consulter seulement sur Moodle. Je vais vous montrer tantôt où est-ce qu'il est. Je vais aller vous montrer le Moodle tantôt, là. Donc, c'est pour les deux trucs importants. Sinon, ce que je vous suggère d'acheter pour notre cours, c'est un cahier quadrillé plutôt qu'un cahier ligné, parce qu'on fait quand même beaucoup de graphiques, donc avec des schémas, donc avec beaucoup de lignes verticales, là. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir un cahier quadrillé pour prendre des notes, pour faire les exercices, plutôt qu'un cahier ligné. Vous pouvez aussi vous acheter soit un cartable ou un duotane ou quoi que ce soit pour toutes les feuilles que je vous donne si vous aimez imprimer puis écrire sur le papier. Si vous voulez faire ça en ligne, il n'y a pas de problème. Ou je dirais à l'ordi, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin d'une calculatrice scientifique non graphique, donc une calculatrice ordinaire, là, pas avec l'écran au-dessus là, qui peut vous permettre de faire des graphiques et plein de trucs, là, juste la calculatrice scientifique là, avec toutes les fonctions scientifiques ordinaires. Donc, ça, c'est pour la médiagraphie. OK. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? OK. Ça, je vais vous en parler tantôt. Ça ne sera pas long. Vous avez tous les objectifs spécifiques ici après. Vous avez normalement les évaluations. Donc, si vous êtes allé voir la grille de correction que j'ai mis aussi en ligne sur Omnivox, vous savez qu'on a 5 labos. Ils ne comptent pas toutes pour le même pourcentage parce qu'il y en a qui sont un peu plus faciles, d'autres un peu plus costauds, mais en tout, ils valent 15 %. Vous avez, donc les labos se font en équipe de 2, sauf le premier qui est individuel. Le deuxième qui est comme à moitié individuel, à moitié en équipe. Puis les 3 autres qui se font en équipe. Le test de lab, à la toute fin de la session, c'est vraiment le dernier cours de la session, c'est un test qui est individuel. OK? Donc, qui permet en fait de voir si vous avez acquis la compétence expérimentale du cours. Parce qu'évidemment, on le sait, il y a tout le temps, quand on travaille en équipe, des gens qui travaillent plus que d'autres. Donc, pour être certain que tout le monde ait compris vraiment bien comment faire un tableau, comment faire un graphique, comment présenter les calculs, quels calculs faire, les diagrammes de comparaison, la discussion et tout, on a un test de laboratoire à la fin de la session qui compte pour, comme je vous disais, 10 %. Donc, la partie expérimentale, c'est 25 % du cours. Ensuite, il y a les quiz, les 6 quiz. Nous, on en a 6 pour 20 %. L'examen de mi-session, 25 %. L'examen final, 30 % pour un total de 100 %. Bon. Vous avez les exigences, les informations, évaluation formative, gna, 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 les règles départementales, tout ça, vous pourrez lire ça. Il y a d'autres choses que je voulais vous montrer par contre. Ah oui, bon. Je vais commencer par vous montrer l'échéancier. Donc ça, je vous l'ai mis en version Excel sur Léa. Juste parce que là, faire rentrer ça en Word, c'est vraiment pas évident, ou en PDF, là. Si vous n'avez pas Excel ou quoi que ce soit sur votre ordi, de toute façon, je vous suggère de trouver une façon de l'installer ou d'utiliser l'Excel en ligne. Il n'est peut-être pas encore idéal, mais bon, il s'améliore de session en session. Ici, vous avez l'échéancier complet là, de la session. J'ai mis en foncé lorsqu'il y a des évaluations. Donc, lorsque votre présence est requise, absolument. Pas que je suggère de ne pas assister au cours. En fait, si vous n'assistez pas au cours, vous allez voir que vous ne réussirez pas le cours. Mais si vous devez savoir les journées que vous devez absolument être présent, là, c'est les journées où il y a du gras. Donc, pour les labos, les quiz,
et évidemment les examens. Donc, vous avez ici examen de mi-session, tout ça. Ce que j'ai rajouté aussi dans la colonne de droite, c'est ce que vous devez faire à la maison à chaque fois. Donc, évidemment, lisez pas juste ce qui est à côté de la semaine qu'on est en train de faire. Lisez aussi ce qui s'en vient, parce que des fois, il y a des gros modules qui s'en viennent, comme remettre un rapport de lab ou telle chose ou telle chose. Donc, il faut savoir un peu ce qui vient les semaines suivantes, là. Mais ça vous donne un peu là, le travail que vous avez à faire pour la session. Une différence par rapport aux sessions précédentes, j'ai décidé cette session-ci de faire certaines portions du cours en capsule vidéo. Pas beaucoup, mais certaines portions très théoriques. Je me suis rendu compte depuis quelques sessions là, que lorsqu'on fait des portions vraiment où il y a juste de la théorie, pas d'exercice, c'est plus difficile pour les étudiants de se concentrer. Et je pense aussi à tous ceux qui peuvent avoir des TDA ou d'autres sortes de problématiques. Je pense que d'avoir ces portions-là en capsule vidéo, ça va vous aider parce que vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez et prendre des notes en même temps. Donc, pour les premières capsules qui vont porter sur le chapitre 2, donc, c'est ça, je vous ai écrit ici pour le 4 janvier, là, écoutez les 6 capsules vidéo et compléter le document accompagnateur au fur et à mesure. Il y a un document accompagnateur là, pour ces capsules-là. Il n'y en aura pas toujours, mais pour ces capsules-là, il y en a. Donc, normalement, je vais vous parler de toute façon de ce qu'il y a à faire à chaque fois. C'est juste que là, vous l'avez par écrit, ce qui est suggéré de faire. Comme je vais mettre certaines portions du cours en capsule vidéo, on devrait avoir le temps de commencer ou de résoudre certains exercices que vous avez à faire dans le Benson que d'habitude vous faisiez seulement à la maison. On devrait être capable d'en faire certains en classe. Donc, vous donner du temps pour travailler sur les exercices, puis que je puisse vraiment vous aider individuellement ou collectivement là, avec des exercices pour pas que vous soyez, dans le fond, seulement à écouter des exemples, puis que vous n'ayez pas de temps pour travailler réellement en classe. Donc, j'ai essayé de vous donner plus de temps pour travailler en classe en faisant des capsules pour la partie théorique. Ça veut quand même dire que vous devez écouter les capsules par vous-même. Sinon, vous allez arriver, puis là, on va faire des exercices, puis vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Donc, il va falloir vraiment les écouter avant chacun des cours là, c'est tout écrit de toute façon, puis je vais vous en parler. OK. Donc, pour le début de la session, donc là, on fait la présentation du plan de cours. La deuxième heure, on va regarder le début du chapitre 1 qu'on devrait terminer jeudi. Donc, je vous ai mis sur Léa là, le PowerPoint troué du chapitre 1 et les exercices qu'on va aussi commencer ensemble, là, qui sont les exercices de conversion d'unité. Donc, ça, c'est ce qu'on va regarder dans les 2 premières heures de cours comme tel, là, donc la deuxième heure aujourd'hui puis jeudi. Donc, après, vous pourrez aller déjà faire les exercices du Benson sur le chapitre 1. On va ensuite faire la théorie sur tout l'aspect expérimental du cours. Donc, comprendre comment on détermine une incertitude, comment on fait des calculs sur les incertitudes. Toute cette portion-là, on va voir ça vendredi. On va en faire une portion aussi mardi, là, dans le cadre de notre cours, où est-ce qu'on va faire aussi, on va prendre aussi nos mesures pour le Labo 1, mais on va avoir le temps de continuer un petit peu la théorie. Et on va terminer ça normalement jeudi. Donc, ça, c'est la partie théorie, mesures et incertitudes. Vous allez avoir un document aussi à imprimer là, ou à écrire si vous écrivez sur votre tablette, là, à compléter sur votre tablette. Mais c'est un document que je vais vous mettre aussi sur Léa très prochainement. Et ensuite, le chapitre 2, comme je vous dis, qui sont surtout, c'est des capsules, en fait. C'est des capsules à écouter, le chapitre 2, parce que c'est un chapitre de révision sur les vecteurs, les coordonnées polaires, coordonnées cartésiennes, tous ces trucs-là. Donc, c'est des choses normalement que vous avez déjà vues, mais qui sont des fois loin pour certaines personnes. Des fois, il y en a pour qui c'est vraiment facile, il y en a pour qui c'est très difficile. Donc, on le fait sous forme de capsule avec un document à compléter. Et dès le 10 février, on a un premier quiz qui va porter sur les chapitres 1 et 2. Donc, quand on a terminé la matière sur le chapitre 2, puis déjà, le chapitre 2, là, vous allez voir la matière, vous allez la faire pas mal sous forme de capsule. Ici, on va terminer la correction des capsules et tout, mais vous pouvez déjà faire les exercices là, du Benson
dès que vous avez terminé le document accompagnateur là, sur le chapitre 2. Donc, le quiz va être le 10 février, comme je vous disais. Puis ensuite, on va embarquer avec le chapitre 3. Donc, ça, c'est un peu le début de la session, là, ce qui s'en vient pour les 2 prochaines semaines et demie. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça, OK. Les labos. Comme je vous disais, il y a 5 labs. Le premier lab, c'est un labo individuel qui est mesure et incertitude. Donc, on le fait, on prend les mesures ici, là, dès le 1er février, la semaine prochaine. Et vous avez 2 semaines pour compléter le rapport. Donc, vous allez me le remettre le 15 février. Le deuxième labo, on va commencer la prise de mesure. On va faire la prise de mesure le 15 février. Et la semaine suivante, vous allez avoir 2 heures, tout le cours pour avancer votre rapport le plus possible. Donc, évidemment, vous pouvez le poursuivre à la maison, là, et vous allez avoir 2 heures ici pour travailler dessus. Donc, tout ce qui est tableau, graphique, tout ça, là, pour avoir de l'aide. Ensuite, comment on fait les calculs, une discussion, tout ça. Donc, on va vraiment travailler sur ça le 22 février. Vous allez devoir me le remettre avant la semaine de relâche, celui-là, par exemple. Là, vous allez avoir un peu moins de 2 semaines pour le faire. Le labo suivant, c'est deuxième loi de Newton. Ensuite, force centripète. Et le dernier labo, c'est le moment d'inertie qui précède l'examen de lab. OK. Sinon, ce que je veux vous montrer, moi, je n'utiliserai pas Moodle pour le cours. OK? Tout va se faire sur Léa, là, sur Omnivox. Donc, vous allez avoir tous les documents disponibles et tout. La seule chose que vous avez sur Moodle qui est quand même très importante, c'est si on reprend le site web. Donc, je vais aller sur Moodle pour vous montrer. Ici, Moodle. Connexion. Donc, vous devez vous connecter. Si c'est votre première visite, là, ici, là, on vous explique vraiment comment vous connecter. Il faut que je me rappelle. Donc, vous vous connectez. Si vous ne vous connectez pas dès le début, de toute façon, à un moment donné, quand on va être rendu un peu plus loin, il va vous demander de vous connecter. Là. OK. Vous allez avoir à gauche, là, ça ne sera pas pareil comme moi, là, mais vous allez avoir normalement toutes sortes de choix. Il ne faut pas aller dans mécanique. Il faut vraiment aller sur la page du département de physique. Donc, vous allez, si vous avez mes cours, vous allez sur physique, vous cherchez physique. OK? Puis normalement, vous allez avoir peut-être une série là, d'options. Puis il faut choisir vraiment la page du département de physique. Okay? Ça s'appelle page du département de physique. Là. Quand vous arrivez sur ça, vous avez accès à plein d'informations, plein de choses palpitantes, entre autres des exercices autocorrigés. Vous pouvez pratiquer des exercices de mécanique. Vous avez des examens formatifs. Je peux vous en montrer ici là, à quoi ça ressemble. Là. Donc, vous avez, par exemple, en mécanique, vous avez test 1, test 2, test 3, test 4. Bon, mais nous, ça va être un peu différent. Là. Mais ici, si vous voulez réviser les chapitres 1 à 4, vous avez test 1, test 2, chapitres 5 et 6, test 3, 7 et 8, test 4, chapitres 9 à 12. Okay? Donc, ça vous donne des exemples d'exercices qui sont un peu plus difficiles que ce que vous avez à faire. Donc, qui vous permettent un peu vraiment là, de venir voir si vous avez bien saisi. Là. Ça, c'est l'examen formatif. Vous avez les solutionnaires aux exercices. Il y a des solutionnaires départementaux ici, exercices et problèmes qui sont soulignés dans le plan de cours. Là. Okay, vous avez peut-être remarqué tantôt, je vous montrais dans le plan de cours, ici, dans les exercices. Je vous ai montré la liste d'exercices. Bon. Il y en a qui sont soulignés, des numéros qui sont soulignés ici. C'est ceux qui sont résolus. Non, c'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'il est? 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 Non. Ah, c'est peut-être ici. Dans des minutes. Ah, je l'ai retrouvé. Bon.
Donc, c'est ça. Vous avez le solutionnaire départementaux, c'est pour les exercices qui sont soulignés. Exercices et problèmes. Ici, vous avez les questions. Et vous avez les solutionnaires de la maison d'édition aussi, qui sont plus incomplets. Ça vous donne plus les réponses ou certaines étapes, mais c'est pas mal moins complet que les solutionnaires départementaux. Où est-ce qu'on a vraiment toutes les étapes de résolution d'un problème qu'on va vous demander de faire dans un examen ou un quiz. Donc, ici, vous les avez, là, mettons, tout le chapitre 1, chapitre 2, etc. Là, OK? Faites juste attention, les solutionnaires, ce n'est pas la panacée. OK? Il y en a beaucoup qui vont faire comme OK, bon, ben, numéro 4, j'ouvre mon solutionnaire, j'essaie de comprendre comment faire le problème. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Si vous voulez, en fait, utiliser les solutionnaires de la bonne façon, les solutionnaires sont vraiment là pour vous déprendre quand vous arrivez à une section où vous avez un problème, mais pas pour partir un problème. OK? Si quand vous arrivez devant un problème, vous ne savez pas quoi faire, ce n'est pas la bonne chose d'aller chercher le solutionnaire. OK? L'idée, c'est de dire, OK, bon, si je relis mon problème plusieurs fois, je commence par faire un schéma, j'essaie de me représenter visuellement la situation. Ensuite, je vais sortir mes données. Ensuite, je vais essayer de voir quelles équations je pourrais utiliser pour résoudre mon problème. Okay? C'est vraiment d'y aller étape par étape. Vous pouvez aller regarder des exemples qu'on a fait en classe. Dans votre Benson aussi, vous avez d'autres exemples qui sont résolus qu'on n'a pas fait en classe parce qu'on n'a pas le temps de tous les faire. Donc, puis vous pouvez reprendre des exercices qui sont plus simples, que vous avez réussi. Donc, vraiment, le solutionnaire, c'est un dernier recours. Parce que les étudiants font souvent l'erreur, ils vont prendre le solutionnaire, là, ils comprennent avec le solutionnaire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comme ils ont pris le solutionnaire pour à peu près la résolution de tous les exercices, quand ils arrivent à l'examen, ben, ils ne sont pas capables de faire les exercices parce qu'à chaque fois, ils ont pris le solutionnaire pour résoudre l'exercice. C'est vraiment un couteau à double tranchant. Il faut faire très attention au solutionnaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur Moodle? Vous avez ici, bon, l'horaire du CAP là, que je vous ai mis aussi sur Léa. Et vous avez, comme je vous disais, le document qui est disponible à la coop, qui est Introduction à la méthode expérimentale en physique, qui est le document sur lequel on se base pour, en fait, faire la théorie sur les mesures et incertitudes. Là. Donc, je vais vous demander de le feuilleter quand on va être rendu là, là, vraiment le regarder, voir tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez aller chercher les informations dont vous avez besoin. Et il y a des exercices à la fin aussi. Il y a des exemples de rapports de laboratoire, des exemples de graphiques, des exemples de tableaux. Donc, c'est vraiment là, se fier à ce document-là. C'est super important. OK. Donc, ça, c'est pour Moodle. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est pas mal tout là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation du plan de cours? Ça va? OK. Habituellement, à cette étape-ci, là, je vous fais mettre en petits groupes et je vous demande de remplir là, des petites feuilles pour vous connaître, puis vous présenter. Puis, hein. Là, on ne peut pas vraiment faire ça. Ce n'est pas l'idéal vu qu'on est à distance. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pause tout de suite. Donc, on va prendre un 10 minutes maintenant. Puis, on va commencer ensuite le chapitre 1. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'aller imprimer le document, là, je vous ai mis en version PowerPoint et en version PDF. Le PowerPoint ici, là, qui est chapitre 1, votre version à vous, elle est trouée. Donc, vous pourrez compléter au fur et à mesure. Et en même temps aussi, les exercices ici là, sur les conversions d'unités qu'on va regarder tantôt aussi, que je vous ai mis également sur Léa. Donc, on prend la pause et je vous reviens dans 10 minutes.
OK, donc rebonjour. Je vous partage mon écran ici et on va entamer le PowerPoint. Vous voyez... Attendez une minute. Je vais juste débrancher mon autre écran parce que je pense que là, vous ne voyez pas le bon écran. Attendez une minute. On va réessayer quelque chose. Bon, là, c'est mieux. OK. Donc, je vais baisser mon fenêtre. Qu'est-ce que la physique? Donc, la physique, c'est la science qui étudie la composition de la matière, son comportement, ses interactions, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, c'est à peu près la science de tout. Les physiciens ont tendance à dire que la physique, ça inclut la chimie, ça inclut la biologie, parce que la physique, c'est la science de tout. Évidemment, les biologistes et les chimistes ne sont pas nécessairement d'accord. Mais bon, c'est un running gag entre nous. Donc, il y a deux grandes portions de développement de la physique, deux grandes, en fait, séries d'années, si on veut, où la science s'est développée énormément. Là. Donc, d'à peu près les années 1600 je dirais, fin du 19e siècle, c'était la physique classique qui s'est développée. Donc, mécanique classique, étude du mouvement des points matériels et des fluides. Ah oui, Ali, tu peux y aller. Est-ce que vous pouvez juste revenir dans le dernier diapositive? Juste 2 secondes, Je t'entends si pas. c'est possible. Oh, attends, c'est juste parce que je n'ai pas mis mes écouteurs. Je viens de réaliser. Je n'ai pas mis mes écouteurs. Vous, est-ce que vous m'entendiez? Oui, moi, je vous entends. OK, c'est bon. Oui, Okay. ta question. Est-ce que vous pouvez juste revenir dans le dernier diapositive, s'il vous plaît? Juste 2 secondes. Oui, attends une minute. Donc, ici. Oui. Ok, c'est bon, c'est tout. Non, c'est correct, c'est correct. Oui, elle devrait être complète normalement, celle-là. Je ne pense pas qu'il y a rien qui manquait dessus. Ok, ok. C'est dans celle-ci que vous pouvez compléter là, avec les définitions. Donc, mécanique classique, qui est vraiment ce qu'on va étudier dans notre cours. Donc, l'étude du mouvement, des points matériels et des fluides. Nous, on se concentre vraiment sur tous les solides. On n'ira pas du tout dans les fluides. L'étude des fluides, c'est très complexe, l'hydrodynamique et tout ça. Donc, il y a vraiment un champ d'études vraiment particulier pour les fluides qu'on n'aborde pas dans notre cours. La thermodynamique s'est développée aussi à cette époque-là. Donc, l'étude de la température, des transferts de chaleur, des propriétés des ensembles constitués de plusieurs particules. Ça, on l'aborde seulement à l'université, la thermodynamique, pour ceux qui vont en physique ou en génie. L'électromagnétisme, ça, c'est une matière qu'on aborde dans le 2e cours et le 3e cours de physique. Donc, étude de l'électricité, du magnétisme, des ondes électromagnétiques et de l'optique. Donc, tout ça, c'est comme subdivisé en 2 cours, NYB, NYC au cégep. Donc, ça, c'est pour la première portion vraiment du développement de la physique. Là. Bon, c'est sûr qu'avant, il y a eu des balbutiements, là, mais vraiment les premières bases de la physique, là, ça s'est développé avec Isaac Newton. Beaucoup. D'ailleurs, mon petit chien qui a une semaine s'appelle Newton. C'est vous dire comment j'aime le cours de mécanique. Ensuite, vous avez la période moderne, qui est la période qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développée avec Einstein. Donc, à partir du début du 20e siècle, jusqu'à, je dirais, maintenant. Là. Et on travaille beaucoup, beaucoup sur la physique qui se développe présentement, c'est surtout de la physique de l'époque moderne. Là.
donc la physique moderne. Et il y a 3, encore une fois, domaines en physique moderne. Donnez-moi juste une petite seconde. Donc, j'ai Tamim qui veut poser une question. Oui, Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir en arrière 2 secondes, s'il vous plaît? oui. Mais comme je vous ai dit, là, la présentation aujourd'hui, elle est enregistrée. Hein? Fait que vous pouvez toujours retourner, écouter des portions du cours sans problème. Il y en a qui disent qu'ils m'écoutent en accéléré. Ça peut-être que je parle lentement. Mais c'est toujours une possibilité de revenir. OK? Ça, ce n'est pas un problème. Bon, merci beaucoup. J'ai Ali qui veut poser une question. Oui, Ah non, c'est bon aussi, j'avais oublié de baisser la main. parfait. Et Abraham. Oui, c'est juste pour revoir la capsule, ça serait où, genre, qu'on peut Je vais la la... mettre sur Omnivox, sur Léa. En Ok, fait, parfait, parfait. je mets le lien, là, je la mets sur YouTube, puis, mais c'est pas, si vous cherchez n'importe quoi, vous ne trouverez pas sur YouTube. Il faut vraiment avoir le lien, là, ce qu'on appelle, je pense que c'est non public ou une affaire comme ça, là, quand on met une vidéo sur YouTube, on ne veut pas qu'il soit accessible à tout le monde. Là. Donc, moi, je vous mets le lien sur Léa, puis là, vous avez juste à cliquer dessus, puis ça vous ramène. Donc, Ok. aujourd'hui, vous allez avoir 2 cours, là, parce que dans le fond, le cours, je le répète 2 fois. Je le fais de midi à 2 puis de 2 à 4. Fait que vous allez avoir 2 fois le même cours. Mais bon, si vous voulez écouter celui que vous n'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la physique moderne, là, il y a la relativité restreinte, la mécanique quantique et la relativité générale. Donc, la relativité restreinte, la relativité générale, c'est vraiment Einstein qui a développé ça, évidemment avec l'aide de plein d'autres mondes, là, des mathématiciens, plein de monde autour de lui. Mais c'est vraiment pas mal son cerveau à lui là, qui est arrivé avec cette théorie-là. Et c'est une théorie qui est vraiment révolutionnaire parce qu'on prend pour acquis que la vitesse la plus grande, la vitesse la plus élevée à laquelle n'importe quoi peut se déplacer, c'est la vitesse de la lumière et que le temps est relatif, l'espace est relatif. Donc, si on a 2 objets qui ne se déplacent pas à la même vitesse, le temps ne progresse pas de la même façon pour ces 2 objets-là. En tout cas, c'est assez révolutionnaire comme façon de voir les choses, mais ça a été démontré par plusieurs expériences, entre autres là, des éléments radioactifs qui sont supposés de se décomposer, par exemple. Quand on a des éléments qui sont radioactifs, là, ils peuvent, par exemple, fusionner ou fissionner ou quoi que ce soit. Par exemple, quelque chose qui se fissionnerait, on pourrait constater qu'au lieu de prendre le temps que la particule prend pour se fissionner lorsqu'elle est au repos, lorsqu'elle va à une très grande vitesse, pour nous, elle prend plus de temps pour se fissionner. Donc, c'est vraiment, on a toutes sortes d'expériences qui ont été faites. Là, on a mis une horloge atomique, par exemple, sur Terre, une autre dans un avion, puis on a fait faire le tour de la Terre à l'avion à une vitesse assez grande. Évidemment, on est très loin de la vitesse de la lumière, mais quand même, on peut voir des effets relativistes même à des vitesses qui sont quand même une portion de la vitesse de la lumière. Donc, nos 2 horloges n'avançaient pas à la même vitesse exactement. Ils étaient décalés un tout petit peu lorsqu'on les comparait au retour de l'avion. Donc, l'horloge qui était restée sur Terre avait avancé un petit peu plus vite que l'horloge qui était dans l'avion. Parce que lorsqu'on va à grande vitesse, le temps est comme dilaté. En tout cas, on va voir un petit peu ça là, dans le cours de NYC. En fait, ça dépend avec qui vous prenez le prof. Là. Le cours, en fait, il y a des profs qui enseignent la relativité, d'autres qui préfèrent se consacrer à d'autres portions de la physique moderne, mais il y a certains profs qui enseignent un peu la relativité. La mécanique quantique, c'est une théorie là, qui s'est développée beaucoup, je dirais, tout au cours du 20e siècle. Là. Puis Einstein était plus essayer de voir comment il pouvait intégrer la mécanique quantique dans ses théories de relativité. En tout cas, ça n'a jamais fonctionné, mais c'était vraiment aussi une façon révolutionnaire de regarder le microscopique, ce qui est vraiment très, très petit, donc à l'intérieur des atomes et tout. On se rend compte que la physique à l'intérieur des atomes n'est pas déterministe comme la physique
autour de nous. Tu sais, si je veux dire, quand je veux dire déterministe, je veux dire si je lance un ballon sur un mur, puis je connais sa vitesse, l'angle avec lequel je le lance, je peux savoir, ben, ça va y prendre combien de temps pour se rendre au mur, si je connais la distance au mur. Puis, tu sais, c'est des calculs qu'on peut faire dans notre cours. C'est la mécanique classique. En mécanique quantique, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on est au niveau microscopique, puis on lance, par exemple, des particules sur un mur, ben là, on a beau connaître tous les paramètres, il y a une proportion des particules qui réagissent d'une certaine façon, une autre proportion d'une autre façon. Donc, c'est une mécanique qu'on appelle, qui n'est pas déterministe, là, qui est pas aléatoire, mais probabiliste, qu'on dit, là. C'est-à-dire qu'il y a, mettons, un tiers des particules qui vont se déplacer d'une certaine façon, deux tiers d'une autre façon. Okay? Ça, c'est un exemple. Et la relativité générale, qui est, encore une fois, reliée un peu à la relativité restreinte, là, la relativité du temps, qui est en fait que lorsqu'on est près d'une masse qui est importante, comme par exemple près de la Terre, le temps va avancer moins vite que si on est plus loin d'une masse importante. Donc, encore là, on peut faire l'exercice avec une horloge atomique. On met une horloge atomique sur la surface terrestre, une horloge atomique en haut de l'Everest, puis on peut constater qu'elles n'avancent pas au même rythme exactement. Donc, le temps, ce n'est pas quelque chose de linéaire dans la réalité, là. Pour nous, ça peut paraître linéaire parce qu'on se déplace à des vitesses qui sont très lentes par rapport à la vitesse de la lumière, mais puis on se déplace tout à peu près à la même vitesse. Mais lorsqu'on a des objets qui se déplacent à grande vitesse ou qui sont vraiment loin dans l'espace, ou donc qui sont loin des grosses masses, le temps ne s'avance pas de la même façon pour ces objets-là, si on veut, que pour nous. Donc, si vous allez en physique, bien, vous allez apprendre plein de choses sur ça. Il y a beaucoup de cours de relativité et 3 cours de mécanique quantique à l'université. Donc, vous allez être servis pour ceux que ça intéresse. OK. Il y a 4 forces fondamentales en physique. La première, c'est la force gravitationnelle qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Ça, on va l'étudier vraiment abondamment dans notre cours. Qui est produite en fond par n'importe quelle masse qui entre en interaction avec une autre masse. Donc, il y a une force gravitationnelle entre des petites masses, là, mais elle est tellement faible qu'on ne l'aperçoit pas. Donc, pour pouvoir l'apercevoir, il faut avoir au moins une des masses qui est très importante, comme la Terre ou le Soleil. Bon. La Lune, il y a quand même une gravité sur la Lune, même si elle est plus faible que sur la Terre. Donc, ça, c'est la première force. La deuxième force qui existe en physique, c'est l'interaction électromagnétique. Donc, c'est l'interaction entre les charges électriques qui va générer tous les phénomènes électriques et magnétiques et les phénomènes lumineux, tout ça. Donc, c'est tous des phénomènes qui sont électriques ou magnétiques ou les deux. Donc, ça se manifeste dans les réactions chimiques, la lumière, les signaux radio, télé, les rayons X, la cohésion des solides, etc., etc., etc. Donc, énormément d'interactions qui proviennent des interactions électromagnétiques. À peu près toutes les forces qu'on étudie dans notre cours, à part la force gravitationnelle, sont des forces de nature électromagnétique. Donc, ceux que vous avez vus là, au secondaire, la tension, la normale, la force de frottement, toutes ces forces-là, c'est des forces électromagnétiques. Oui, Laetitia. Ah, non, je pense qu'elle avait quitté. Bon. OK. Ensuite, la troisième force, il y a 4 forces en fait en physique qu'on connaît. Là. Toutes les autres, c'est des forces qui en fait se rapportent à l'une ou l'autre de ces forces-là. Donc, l'interaction nucléaire forte se manifeste entre les quarks et les autres particules qui sont subnucléaires. Donc, dans les protons, à l'intérieur des protons ou à l'intérieur des neutrons, on a des quarks qui se combinent pour former des protons, des neutrons, puis on a en tout cas toutes sortes d'autres particules qui existent. On a besoin de la force nucléaire forte pour que ces particules-là puissent en fait interagir ensemble, se coller si on veut. Et l'interaction nucléaire faible qui se manifeste entre les quarks et les leptons, donc associés à la radioactivité. C'est 2 forces qu'on ne voit pas du tout dans notre cours et qui sont moins pertinentes là, pour la mécanique classique. Pour vous donner une idée ici de l'intensité et de la portée des forces,
Donc, la force nucléaire forte a une très, 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 très grande intensité, mais une très petite portée. Donc, il faut être vraiment, 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 vraiment proche d'une autre particule. Il faut que deux particules soient excessivement proches pour que cette force-là puisse se manifester. L'électromagnétique, c'est une intensité qui est un peu plus faible, donc 100 fois plus faible que l'intensité de la force nucléaire forte, mais elle a une portée infinie. Donc, théoriquement, on s'entend, là, si on avait un proton à un bout de l'univers puis un électron à l'autre bout de l'univers, bon, théoriquement, ils sentiraient la présence l'un de l'autre, puis tranquillement, ils s'approcheraient. On s'entend que quand on parle d'infini, là, il faudrait qu'il y ait vraiment des grosses charges pour que la force puisse être ressentie, là, si on les mettait chacun à l'autre bout de l'univers. Mais en théorie, dans le fond, la portée de la force électromagnétique est vraiment infinie. La force nucléaire faible est d'intensité plus faible que la nucléaire forte, donc qui est un peu notre étalon de mesure, là, mais une portée, encore une fois, excessivement courte. Si on éloigne là, des quarks d'une vraiment petite distance, là, on s'entend que 10 à la moins 7, c'est vraiment, vraiment petit comme distance, là, la force disparaît complètement. Et la force gravitationnelle, qui est une intensité très, très, très faible, mais encore une fois, une portée infinie. Donc, une intensité faible, ce qui fait que pour qu'on puisse la ressentir, il faut avoir des masses qui sont vraiment imposantes. On commence à ressentir la gravité là, sur des gros astéroïdes ou tout ce qui est petit, là, une maison, un animal, n'importe quoi, un objet. Tout ça, là, c'est vraiment trop petit pour qu'on puisse ressentir la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est quand on a des objets de plusieurs kilomètres de dimension où on commence à avoir une gravité. Puis sur la Terre, on a une gravité qui est quand même intéressante, là. Donc, c'est pour ça que l'intensité est très faible. Okay? Ensuite, on a les unités de mesure. Donc, vous allez constater, et là, je vais vraiment être fatigante avec ça, là, mais en physique, on a des unités qui ne sont pas négligeables. Okay? Donc, on ne peut pas juste oublier les unités. Si on a une valeur, un chiffre quelconque, un nombre quelconque, qui est une grandeur physique, il faut mettre son unité à côté. Okay? Même dans les calculs, tout le temps. On ne laisse pas tomber les unités. Et ça, je vous dirais que moi, je l'ai appris au cégep, cette notion-là. C'est un prof de chimie qui m'avait montré ça quand je faisais mon DEC en sciences de la nature. Il faut tout le temps amener les unités à l'intérieur des calculs. Et ça m'a sauvé la vie quand je suis arrivée à l'université. Vous allez me dire, ce n'est pas tout le monde qui veut aller en physique ou en génie ou quoi que ce soit à l'université. Parfaitement d'accord, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui vont le faire, puis il y en a qui vont peut-être aussi changer d'idée, qui voulaient aller en physiothérapie, puis finalement, ils vont aller en génie biomédical. Fait que moi, je veux que dans mon cours, vous appreniez à mettre les unités à côté de chacun des chiffres que vous avez, qui est une grandeur physique. Fait que je vais être bien fatigante avec ça, vous allez voir dans le cours. Donc ici, on a le système international d'unités qui est basé sur un choix de 7 unités de base. Donc, l'unité de la masse, ce n'est pas le gramme, c'est le kilogramme. Bizarrement. Je pense que c'est parce qu'un gramme, c'est vraiment petit. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va prendre le kilogramme comme unité de base. Le gramme fait aussi partie du système international. Okay? C'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme, dans le fond. C'est juste que l'unité, si on veut, de base, c'est vraiment le kilogramme. Et quand vous mettez kilogramme abrégé comme ça, c'est un K minuscule et non pas un K majuscule. La distance, c'est le mètre. Encore une fois, M minuscule. L'unité de temps, la seconde. Un S. Donc, pas SEC. C'est vraiment juste S. L'unité de l'intensité du courant électrique. Donc, ça, vous l'avez vu normalement en secondaire 4 et vous allez le revoir en NYB. C'est l'ampère. Ampère, qui est un physicien français.
Donc, A majuscule dans ce cas-là. L'unité de température, c'est le Kelvin. Donc, normalement, on vous l'a introduit aussi en secondaire 4 un peu. Ça se peut que ce ne soit pas tout le monde qui l'ait vu. Mais ce n'est pas le degré Celsius ni le degré Fahrenheit, c'est vraiment le Kelvin là, qui est l'unité de base de la température. C'est un K majuscule. On ne met pas degré Kelvin avec le petit zéro. C'est vraiment juste un K. L'unité d'intensité lumineuse, c'est le candela. Très peu connu, très peu utilisé aussi. Pour ce qui est de, même en optique, là, souvent on a toutes sortes de mesures. Si on veut avoir l'intensité perçue par l'œil humain, l'intensité absolue, bon, en tout cas. C'est souvent des watts par mètre carré qu'on utilise pour l'intensité, mais ici, on a le candela et une unité qui désigne une quantité de matière qui est la mole. Donc, ce sont les 7 unités de base du système international. C'est bon? Les unités qui vont nous intéresser dans notre cours, c'est l'unité de masse, de distance et de temps et les combinaisons de ces unités-là. Okay? Les unités dérivées, c'est tout le temps une combinaison des unités fondamentales. Donc, la vitesse va être en mètres par seconde, l'accélération mètres par seconde carré, par exemple. La force, c'est des newtons, mais des newtons, ce sont des kilogrammes mètres par seconde carré. Okay? Donc, c'est une autre façon d'écrire newton, kilogramme mètre par seconde carré. L'énergie, qui est toujours en joules, ou le travail aussi, qui va être en joules. Puis, normalement, vous avez vu aussi l'introduction à ça en secondaire 4, mais encore là, ça date un peu. On va en refaire. Ce sont des kilogrammes mètre carré par seconde carré, les joules. Donc là, ce qu'on va faire, ce sont des exercices de conversion d'unités, qui est l'exercice que je vous avais donné, j'avais mis sur Léa. Donc, je vais, en fait, je pense que je vais prendre mon tableau blanc, mais je vais juste vous le montrer rapidement. Il est ici, l'exercice sur les conversions d'unités. Donc, vous avez plusieurs exercices. On ne les fera pas tous. Okay? Je vais vous laisser du temps. Bien, je vais vous laisser du temps. Vous pourrez le faire à la maison, là, le terminer à la maison. Mais vous avez ici d'autres, donc 7 exercices sur les conversions d'unités. On va en faire quelques-uns. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tableau blanc de Zoom. Ici. Je vais... non, je pense que c'est ça. Ici. Bon. OK. Une petite seconde. Ici. OK. Donc, normalement, vous devriez voir un tableau blanc. Puis là, je vais écrire. Donc, le premier numéro, c'est la vitesse égale 90 km/h. Puis on le veut en mètres par seconde. Donc, là, vous allez me dire, ben, c'est assez facile. En effet, on commence par un facile. Mais je vais vous montrer une méthode, surtout, qui fonctionne, quelle que soit la conversion d'unité que vous voulez faire, que ce soit des kilomètres/heure, mètres par seconde ou l'inverse, ou que ce soit justement des grammes par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube, ou des RPM en rad par seconde, etc. Donc, l'idée, c'est de venir, en fait, là, je vais le réécrire en dessous, remplacer. Ici, on a dans le fond 90 fois 1 km sur 1 heure. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens remplacer ici, ou multiplier, je devrais dire, ici des kilomètres/heure. Je viens multiplier ma fraction d'origine par une fraction qui vaut 1. Parce que je ne veux pas changer la valeur de ce que je suis en train de faire, je veux juste changer les unités. Donc, si je multiplie par quelque chose qui vaut 1, je suis correct.
Puis pour changer des kilomètres en mètres, je viens multiplier par 1000 mètres sur 1 kilomètre. 1000 mètres, c'est la même chose qu'un kilomètre, donc j'ai multiplié par quelque chose qui vaut 1. Okay? Mais mes kilomètres ici vont pouvoir se simplifier. Puis, je remultiplie ici pour changer mes heures. Je vais multiplier par 1 heure, parce que je veux l'avoir au numérateur pour pouvoir simplifier mes heures, sur 3600 secondes. Donc ici, mes heures se simplifient. Et si je fais 90 fois 1000 divisé par 3600, ça va me donner 25. Puis là, ce qui me reste, c'est des mètres par seconde. Je ne veux pas. Mètres par seconde. Donc, j'ai multiplié par 2 fractions qui valent 1. 1 heure, c'est la même chose que 3600 secondes. Donc, si je fais 1 heure divisé par 3600 secondes, ça vaut 1. Okay? Mais mes heures peuvent se simplifier, puis je me retrouve avec des secondes. Il y en a qui vont me dire, oui, mais pour mettre des kilomètres-heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. En effet, c'est une façon qu'on a appris au secondaire, puis souvent, on s'en souvient par cœur. Mais la logique derrière, des fois, on ne s'en souvient plus. Puis après ça, quand on veut mettre des mètres par seconde en kilomètres-heure, ou on veut transformer justement là, des grammes par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube, on ne sait pas comment faire. Donc là, comme je vous dis, c'est une méthode qui fonctionne pour tous les exercices. Donc, si on a ici une aire qui serait de 0,08 mètres carrés, puis on veut le trouver en centimètres carrés. Donc, on va okay. Ça va être égal à 0,08 mètres carrés fois. Encore une fois, je veux transformer ici mon terme pour l'avoir en centimètres carrés, ce qui fait que je dois multiplier par une fraction qui vaut 1, qui va me permettre d'avoir, au lieu d'avoir des mètres, je vais avoir des centimètres. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie par 100 centimètres sur 1 mètre au carré. Parce qu'évidemment, je vais transformer mes mètres carrés en centimètres carrés. Donc, une autre façon de le faire, soit que je mets mon carré, ou si vous préférez, vous pouvez toujours juste multiplier encore par 100 cm sur 1 mètre. Puis là, bien, vos mètres ici fois mètres ici, ça fait des mètres carrés qui vont se simplifier avec les mètres carrés. Puis 100 fois 100 fois 0,08, ça va vous donner 800 centimètres carrés. Est-ce que ça va pour ça? OK. Je vais vous laisser le 3 à faire à la maison. On va regarder le 4. Le 4, c'est une longueur qui est 3 pieds 8 et 3 quarts pouces. Pour les futurs architectes, c'est des, comme on vit en Amérique du Nord, on se retrouve souvent avec des pieds et des pouces dans nos trucs parce qu'on vit à côté des États-Unis. Fait que ceux qui font des rénovations, là, vous allez le constater. C'est tout est en pieds et en pouces. Ce n'est pas très agréable. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc 3 pieds 8 et 3 quarts pouces, ça correspond à
dans le fond, on va commencer juste en regardant les conversions qui sont en haut de la page, là, déjà les conversions qu'on vous donne. Là. Donc, on a 3 fois 12 pouces. On va tout mettre en pouces. Là, plus 8,75 pouces. Donc, ça va être la première étape. Ce qui va nous donner 44,75 pouces. Oups, pas. Et je vais transformer cette valeur-là, donc 44,75 pouces, fois, là, je dois trouver ma fraction qui va me permettre de transformer mes pouces en millimètres en bout de ligne. Et là, je vais commencer par des centimètres parce que ce qu'on me donne, c'est les pouces en centimètres. Donc, après ça, je vais transformer mes centimètres en millimètres. Donc, ici, mes pouces sont au numérateur. Donc, si je veux les simplifier, il faut que je les mette ici au dénominateur. Donc, je vais avoir 2,54 cm divisé par pouce fois. Puis là, je vais transformer mes centimètres en millimètres. Donc, évidemment, 10 mm divisé par 1 cm. Encore une fois, je vais être capable de simplifier. Donc, ici, mes pouces vont se simplifier et mes centimètres vont également se simplifier. Donc, si je fais 44,75 fois 2,54 fois 10, ça va me donner une valeur en millimètres. Donc, si je le mets en notation scientifique, je vais avoir 1,14 fois 10 à la 3 millimètres. Je me promène, ma petite image. Je vais la descendre ici. Bon, on va voir mieux. Est-ce que c'est bon pour ça? Ça va? Pas de questions? OK. Les millimètres cubes en millilitres, je vais vous laisser l'essayer. Juste savoir que dans le fond, millilitres, là, ça peut s'écrire ML majuscule ou ML minuscule, ce qui est écrit en haut de la page. C'est la même chose. Dans ce cas-là, il n'y a pas de convention pour les millilitres. Okay? Donc, les millimètres cubes, il faut les transformer en centimètres cubes pour ensuite pouvoir les transformer en millilitres. Donc, ce qu'on va regarder, c'est le 6. Donc, on vous dit de transformer une variable R qui serait 3500 RPM en rad par seconde. Oups, mon point d'interrogation n'est pas à la bonne place. Donc, des RPM, c'est des rotations par minute. Souvent, on voit ça dans une automobile, par exemple. Des RPM. En anglais, on dirait rotation per minute. C'est la même chose. Donc, 3500 tours par minute. Si je veux le transformer, là, je vais le réécrire à côté. Donc, 3500 tours. En fait, je pourrais mettre au pluriel, puis il y en a plusieurs par minute. Donc, il faut se rappeler qu'un tour, c'est 2 pi rad. Donc, je vais multiplier par 2 pi rad par tour. Puis, je vais transformer mes minutes en secondes. Donc, 1 minute, c'est 60 secondes.
Donc, en fait, je devrais utiliser la bonne façon d'écrire les secondes, là, qui est juste un S. Donc, ici, les minutes s'en vont. Les tours s'en vont. Et il va me rester des rad par seconde. Donc, si je fais 3500 fois 2 fois pi divisé par 60, j'approxime, je vais arrondir, ça va me donner 367 rad par seconde. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Fait que je vais vous laisser, comme je vous disais, essayer les exercices 3, 5 et 7 par vous-même. Puis, je vais vous mettre le document avec les réponses. Donc, vous pourrez voir si ça a fonctionné pour vous. Mais vraiment, essayez-le avant de regarder la réponse. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Donc, retournons à nos moutons. Donc, il nous reste à peu près, je pense, je vais prendre un petit peu moins de temps aujourd'hui, histoire de ne pas vous assommer au premier cours. Donc, on va faire peut-être un autre 10 minutes, puis on devrait avoir le temps de terminer le chapitre 1 jeudi. Fait que je vous repartage mon écran, mais cette fois-ci, je vais reprendre le PowerPoint. Donc, non, pas ça. Ça. OK. Donc, une autre chose importante à introduire là, quand on veut faire de la mécanique classique, c'est les préfixes de puissance de 10. Donc, celles qui sont importantes, là, ils sont en rouge. Kilo, méga. Donc, 10 à la 3, c'est kilo. 10 à la 6, méga. Donc, ça représente des millions de quelque chose. Évidemment, les milli, 10 à la moins 3. Les micros, 10 à la moins 6. Donc, des fois, on dit des micromètres ou des microns. C'est la même chose. C'est comme une autre façon de dire micromètre. On peut dire des microsecondes. On peut dire des microgrammes. Okay? Donc, 10 à la moins 6 grammes. Et les nanos, qui sont 10 à la moins 9. Donc, je vais vous demander de connaître les préfixes, les abréviations pour celles qui sont en rouge. Okay? Les autres sont quand même intéressants, mais moins importants. Okay? Donc, atto, femto, pico. On utilise beaucoup les picomètres quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur des noyaux des atomes et tout. Les femtosecondes, quand on a des pulsations de rayons laser, par exemple, qui sont très, très, très courtes, qui peuvent durer des femtosecondes. Quand on va dans l'excessivement grand, là, tout ce qui est toutes les dimensions en astronomie, en astrophysique, c'est beaucoup des gigas, des téras, des pétas, des hexas. Donc, c'est vraiment immense, là, l'univers. Donc, juste notre galaxie est immense, puis il y a des milliers de galaxies. Donc, c'est ça. L'univers est très, très grand. Indiquer les quantités suivantes avec un préfixe et en notation scientifique. Donc, on fait un petit exercice, là, diamètre d'un cheveu. Donc, 0,0001 mètre. Ça, c'est l'exemple. On pourrait l'écrire soit 0,1 mm ou 100 micromètres. OK? Et en notation scientifique, 1 fois 10 à la moins 4 mètres. OK? Donc, on a un petit exercice à faire. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour l'essayer. Donc, avec l'acétate précédente, la diapo précédente, et l'exercice qui est ici, là, vous devriez être capable de transformer ces dimensions-là, okay, pour que ça soit écrit avec un préfixe et en notation scientifique. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez avoir le temps de l'essayer. Je ne sais pas si je peux le faire ici. Non, il va falloir que
Peut-être. Ah. Si on regarde le premier nombre, là, donc on peut l'écrire soit 32,0 mégavolts ou 0,0320 gigavolts. J'accepterais les deux. Pourquoi je l'ai écrit de cette façon-là? Parce qu'on donne toujours une réponse à 3 chiffres significatifs. On va le voir là, dans les prochaines acétates. C'est toujours 3 chiffres significatifs, une réponse. Donc, 3,20 fois 10 à la 7 volts. Okay. Pour la durée d'une journée, donc 24 heures fois 60 minutes divisé par 1 heure fois 60 secondes divisé par 1 minute. Vous pourriez aussi juste faire fois 3600 secondes par heure. Ça vous donne 86,4 kilosecondes. En notation scientifique, 8,64 fois 10 à la 4 secondes. Pour le rayon d'un atome, évidemment, les atomes n'ont pas tous la même dimension. Il y a des atomes très, très petits, comme l'atome d'hydrogène, des atomes très, très gros, comme l'atome d'uranium, par exemple. Donc, c'est un rayon quelconque, là. Ici, on a 0,2 nanomètres, qui correspond aussi à 2 angstroms. Ça, je ne vous l'ai pas écrit, mais quand les gens travaillent beaucoup, beaucoup avec des dimensions, souvent, on se retrouve avec d'autres préfixes, là. Donc, fois 10 à la moins 10, c'est des angstroms. Je ne l'ai pas mis dans le tableau. Ce n'est pas vraiment important. Mais c'est 2 fois 10 à la moins 10 mètres. Et la vitesse de la lumière dans le vide, qui ça devrait être quelque chose de connu, dans le sens que vous devriez l'apprendre. C'est vraiment important. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout là, dans le cours d'NYC. Donc, 300 mégamètres par seconde ou 0,300 gigamètres par seconde, ce qui représente 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde en notation scientifique. C'est bon? OK. Donc, les 2 dernières acétates, en fait, que je vais vous présenter, c'est les 2 suivantes. Donc, les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs vont être importants particulièrement dans la portion expérimentale du cours. OK? Donc, si on écrit 1,37, 0,137 ou 0,00137, c'est 3 chiffres qui ont le même nombre de chiffres significatifs. OK? Ici, on en a 3, ici 3, ici 3. Tout ce qui est, on le sait, là, les zéros qui viennent à droite sont importants. Les zéros qui viennent à gauche ne comptent pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, 4,7 et 4,70 n'ont pas le même nombre de chiffres significatifs parce qu'il y a un zéro à droite. Donc, oui, ça a la même valeur en théorie, okay? 4,7 et 4,70. Si vous écrivez 4,70 dans votre calculatrice, il enlève le zéro. Okay? Par contre, si vous prenez une mesure et que vous notez 4,7 ou 4,70, ça n'a pas la même précision. Okay? Lorsqu'on prend une mesure de quelque chose, je ne sais pas moi, la dimension d'un cahier, n'importe quoi, d'un cadre, si on écrit 4,70 décimètres, par exemple, ça veut dire qu'on est précis au centième près. Alors que si on écrit 4,7, on ne sait pas si on n'a pas approximé ou arrondi. On ne sait pas, en fait, le chiffre qui vient après, il n'est pas donné. Ce n'est pas la même précision. C'est pour ça qu'on dit ici, c'est 2 chiffres significatifs, ici, c'est 3. 4,70, c'est 10 fois plus précis que 4,7. Si on a à donner le résultat qui est une multiplication ou une division de 2 chiffres qui n'ont pas le même nombre de chiffres significatifs, là, 2 nombres, par exemple, comme ici 2,3 puis 2,3456, je vais juste revenir ici. Le résultat ne peut pas contenir plus de chiffres significatifs que la mesure qui en a le moins. Donc ici, 2,3 a moins de chiffres significatifs que 2,3456, qui en a 5. Donc, notre réponse doit être donnée à 2 chiffres significatifs parce que celui des 2 termes du produit là, qui a le moins
de chiffres significatifs, c'est celui-là, puis il y en a 2. Fait que la réponse doit être à 2 chiffres significatifs. Par contre, lors d'une addition ou d'une soustraction, le résultat doit avoir le même nombre de décimales que celui qui en a moins. Donc ici, ce chiffre-là a 5 chiffres significatifs, celui-là en a 3, mais la réponse n'est pas donnée à 3 chiffres significatifs parce que celui-là a 3 chiffres significatifs. Elle est donnée avec 2 chiffres après la virgule parce que celui-là a 2 chiffres après la virgule. Okay? Donc, le moins grand nombre de décimales. Celui-là a 4 décimales, celui-là en a 2. Donc, la réponse est donnée à 2 décimales. Bon, ces règles sont approximatives. Pour plus de précision, il faut utiliser la méthode du calcul d'incertitude qu'on va voir dans les prochains cours, là, pas jeudi, mais vendredi, vendredi, mardi et jeudi prochain. On va voir tout comment on fait le calcul lorsqu'on a des nombres avec des décimales et tout, avec des incertitudes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, ben, je peux juste vous dire que dans les examens, vous devez toujours arrondir votre réponse finale à 3 chiffres significatifs. Les calculs intermédiaires devront donc être faits avec au moins 4 chiffres significatifs. Ça, je vais vous le dire et le redire et le redire et le redire. Donc, les examens finaux, vous donnez toujours votre réponse finale à 3 chiffres significatifs. Et dans vos calculs, vous gardez toujours 4 chiffres significatifs parce que si vous arrondissez chacun des calculs intermédiaires, après ça, votre réponse finale, elle va être trop arrondie. Fait que c'est ça. Donc, ben, c'est notre premier cours. Ça a été quand même assez vite. Donc, ben, je vais, comme je vous ai dit, je vais mettre ça sur Léa et vous pourrez revoir le cours. Sinon, ben, on se voit jeudi. Donc, bonne suite de semaine et bon cours à vous qui avez toutes sortes de milliards de cours à écouter cette semaine en ligne. Donc, à bientôt! Je vais rester, vous pouvez quitter. Je vais rester s'il y en a qui ont des questions pour répondre, mais vous pouvez quitter, le cours est terminé. Passez une bonne journée, madame. Bonne journée. Bonne journée, madame. Bonne journée.